Cheikh Mbow, je suis le directeur général du Centre de suivi écologique au Sénégal. Monsieur Cheikh Mbow, qu'est-ce qui fait l'objet de cette rencontre de ce soir? Cette rencontre s'inscrit dans la série de présentations que l'Académie des sciences convoque pour parler des thématiques émergentes pour le développement de notre pays. Cet après-midi, il était question d'aborder le sujet de la sécurité alimentaire sous deux angles. Sous l'angle des innovations spatiales, des technologies modernes que je viens de présenter, mais aussi sur l'angle de l'agriculture familiale que mon collègue professeur Saliou Ndiaye est en train d'aborder en salle. Et donc c'était une occasion pour faire une fertilisation croisée entre la recherche et le développement, les académiciens et le monde de la décision politique pour trouver des solutions et aborder des questions lancinantes de la sécurité alimentaire afin de faire des propositions à l'endroit des autorités publiques et des communautés pour accélérer un peu la transformation sociale de notre pays. Monsieur Mbow, tout à l'heure vous avez parlé des contraintes dont notre pays est soumis. Quelles sont ces contraintes? Pour nous, la problématique de l'agriculture peut s'articuler autour de deux grands points principalement. Ce sont les risques et les opportunités. On ne peut pas parler de production agricole sans savoir un peu les facteurs d'exposition de ce système agricole. Et donc on a commencé la présentation en parlant du risque climatique qui est un problème très lancinant au niveau du Sénégal, de longues pauses pluviométriques, des phénomènes extrêmes, des questions d'inondation, des températures qui augmentent, la dégradation des terres. Et les contraintes ont été un peu articulées autour aussi de l'exploitant familial qui n'a pas assez le moyen, l'équipement rural pour pouvoir faire face à tous ces défis auxquels nous faisons face, qui sont des défis émergents et des défis de plus en plus importants. Mais de l'autre côté, le Sénégal est doté de beaucoup de ressources. En matière de ressources en terres fertiles, malgré le processus de dégradation des terres, il y a beaucoup d'endroits au Sénégal où on peut promouvoir une forme d'agriculture ou d'autres formes d'agriculture. Il ne s'agit pas seulement de produits de l'agriculture comme l'arachide et le mil, mais le pastoralisme fait partie des systèmes de production. Et dans la partie du Ferlo, par exemple, avec toutes les ressources en eau que nous avons dans les différents fleuves du Sénégal, il est possible de promouvoir une agriculture fourragère et une agriculture de contre-saison pour pouvoir équilibrer un peu les besoins en matière d'agriculture. Et donc dans ce potentiel-là, on a revisité un peu le potentiel des ressources en eau, les potentiels en énergie, les potentiels en matière de ressources en eau souterraine, les quantités de terres qui sont non exploitées au niveau du Sénégal pour accélérer un peu cette adhésion à l'agriculture qui est un facteur et un levier de transformation sur lequel le nouveau régime veut bâtir un peu sa politique de création d'emplois mais aussi de création de nourriture. En définitive, la présentation s'était montrée comment les sciences spatiales, l'observation de la Terre, les satellites, l'intelligence artificielle, le machine learning et tous les outils modernes nous permettent d'accélérer un peu la production agricole pour que le Sénégal puisse devenir un pays exportateur net plutôt qu'un pays importateur net de nourriture. Surtout, vous avez tout à l'heure évoqué l'intelligence artificielle. Comment est-ce que cela peut apporter une solution? L'intelligence artificielle, ça permet de faire plusieurs choses. D'abord, on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Le fait d'avoir les satellites et beaucoup de données de terrain nous permet de nous procurer en information. Mais ces informations doivent être traitées avec des algorithmes très puissants. Et donc, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de faire un croisement de toutes ces informations, des données qui sont collectées sur l'agriculture, de combiner la pluviométrie, la qualité des semences, le type de sol, la densité de population, les écoulements des eaux, et les phénomènes d'évapotranspiration et les phénomènes climatiques, pour pouvoir ressortir des informations synthétiques qui permettent de prendre une décision concrètement sur le calendrier agricole, les semences qui sont adaptées, mais surtout les quantités de production et la productivité qu'on peut entrevoir au niveau du Sénégal. Donc l'intelligence artificielle, pour nous, c'est un atout qui permet d'accélérer un peu l'information qui est générée pour la prise de décision. Donc ce qu'on a proposé, c'est le travail que le Centre de suivi écologique est en train de faire depuis 40 ans sur la collecte de ces données de biomasse avec les indices de végétation, sur le potentiel des ressources en eau et comment la combinaison de tous ces facteurs nous permet d'éclairer un peu la décision politique. L'intelligence artificielle est devenue un atout pour l'agriculture de précision, c'est devenu un atout pour segmenter un peu les particularités en matière de risque et d'utiliser toutes ces informations pour montrer là où l'investissement peut être porteur
par rapport à la sécurité alimentaire. C'est cela qu'on a essayé de démontrer. Durant votre intervention, vous avez parlé des politiques agronomiques. Et comment vous trouvez les types de politiques de nos gouvernements actuellement et l'apport de l'académie et la science dans l'agriculture intelligente, mais aussi l'agriculture. C'est une question extrêmement importante. Je pense que d'abord la politique agronomique au Sénégal doit être revisitée parce qu'il y a beaucoup d'opportunités agronomiques qu'on ne met pas en exergue réellement. Si vous regardez le rapport sur la sécurité alimentaire, le nombre d'espèces ou en tout cas de variétés qui sont proposées ne font pas une dizaine. Or, on a beaucoup de plantes avec un potentiel agronomique mais surtout nutritionnel, avec beaucoup de capacité de résoudre des problèmes de santé liés à la nourriture sur lesquels on n'investit pas assez. Par exemple, pour le baobab, avec tout ce qui est contenu en matière de vitamine C, il n'y a pas de politique agronomique pour ça. Et vous savez, il y a une panoplie de plantes qui sont très riches et qui sont consommées de façon traditionnelle, mais qui sont négligées, ce qu'on appelle les plantes tropicales négligées. Et du point de vue de la transformation, ces plantes-là sont en train d'être exploitées par de grandes firmes comme Nestlé et les autres institutions qui font de l'agro-industrie, mais que nos pays qui produisent ces plantes-là n'en profitent pas assez. Donc si on veut créer un peu une niche de plus-value pour accélérer la sécurité alimentaire et la nutrition, il faut donner beaucoup plus de valeur à ces plantes qui sont négligées. Et il y en a plusieurs dizaines au Sénégal qui donnent de l'huile, qui donnent des produits protéiniques, qui donnent des fibres, qui donnent du sucre et qui sont là sans être utilisés concrètement. Donc il faut se démarquer de cette approche qui est un héritage colonial, qui consistait à produire de l'arachide pour nourrir une métropole, un peu importer du riz pour nourrir notre peuple, pour faire une diversification au sens large de tout ce que le Sénégal dispose en termes de matériaux végétaux et de semences qui peuvent nous procurer de la nourriture de bonne qualité et en quantité et faire en sorte que cette nourriture-là soit rendue disponible pour les communautés. Ce qui est valable pour l'homme est valable pour l'animal. On perd beaucoup de biomasse avec des feux de brousse, on ne fait pas assez de culture fourragère, on veut produire de la viande et du lait. Donc on va continuer à dépendre du lait et de la viande de l'Europe si on n'exploite pas assez le potentiel qui existe au Sénégal. Pour conclure sur cette question, la nouvelle culture pour nous, pour la sécurité alimentaire, c'est d'abord et avant tout une culture de diversification et une culture de transformation de nos produits. Voilà. Aliou Ndiaye, je suis professeur à l'ENSA, Université de Thiès. Je viens de prendre ma retraite. Donc, je suis ingénieur agronome, docteur en écologie et puis je suis prof d'agronomie depuis une quarantaine d'années. On m'avait demandé aujourd'hui de venir animer l'académie sur les questions de l'agriculture au Sénégal, les innovations, mais surtout aussi les perspectives par rapport au changement climatique et puis à la question de la souveraineté alimentaire que vous connaissez très bien. On a maintenant un ministère de l'Agriculture qui s'occupe de ces questions. Donc on était aujourd'hui parti pas seulement pour parler de l'agriculture, mais pour voir aussi comment l'agriculture devra répondre aux besoins primaires des hommes qui est de se nourrir. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, on a fait une présentation qui a d'abord fait l'état des lieux sur l'agriculture au Sénégal. On a analysé l'essentiel des principales contraintes qu'on rencontre dans cette agriculture, qui est basée aussi sur le fait que aussi cette agriculture elle est essentiellement dépendante de la saison des pluies. Or, cette saison des pluies, elle n'est pas toujours, on va dire, elle est régulière. Conclusion, on a une agriculture qui fluctue et qui malheureusement ne répond pas toujours aux besoins de la couverture des besoins alimentaires des populations. Mais on a insisté aussi sur un aspect qui est très important, c'est qu'on est dans un pays où la population double tous les 25 ans. Donc, et depuis l'indépendance, la population a doublé 5 fois. Or, durant la même période, on n'a pas doublé les productions agricoles, même pas 3 fois. Donc, et si vous comprenez le déficit, vous tous là, vous êtes en train de préparer vos moutons, et je suis sûr qu'en partant, tant que vous n'aurez pas bouffé jusqu'au pied, vous ne rentrerez pas. Donc tout le monde est conscient qu'on a vraiment des déficits alimentaires. Mais l'exposé a permis de savoir aussi que ce n'était pas une question simple à résoudre. C'est une question multisectorielle. Les sociologues ont un rôle à jouer, les paysans ruraux là, ne veulent plus cultiver la terre, ils viennent en ville faire aussi, c'est la question de l'exode rural. Ils veulent faire d'autres métiers parce que les métiers de l'agriculture n'est pas toujours rentable. Et puis malheureusement au Sénégal aussi, on n'a pas toujours une logique de production. On n'est pas des paysans qui aiment produire. On est plutôt des gens qui aiment faire le commerce. Or, vraiment, la nourriture, d'abord, il faut la produire avant de la vendre. Donc, on a une nourriture qui dépend beaucoup du commerce, on va dire, international. Et c'est malheureusement le grand constat. Et tant qu'un pays n'est pas capable de se nourrir par lui-même, par ses hommes, par ses connaissances et par ses ressources, vraiment, on ne peut pas dire que le pays est quand même indépendant. On pense que la première indépendance devra
d'assurer sa propre nourriture. Bon, ça fait partie des éléments en tout cas qui sont sortis, mais les discussions ont abordé divers aspects en relation avec cela et je pense que bon, la synthèse qu'on fera avec l'Académie vous aidera un peu à vous canaliser sur un peu mieux les pistes d'orientation que nous suggérons aux paysans au Sénégal. Mais en conclusion, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas une affaire que quelqu'un peut résoudre isolément dans son coin. C'est une affaire de travail de groupe. Les sociologues, les paysans, les commerçants, les transformateurs, les vendeurs, même les gens qui font le transport aussi interviennent. Donc c'est quelque chose qui va nous demander de nous apprendre à nous organiser et à travailler ensemble. Mais malheureusement, on ne sait pas toujours le faire. Avec les changements climatiques, on a une pluviométrie beaucoup plus faible, très faible. Et vous dites que pour le minimum, c'est 400 mm pour l'agriculture pluviale. Maintenant, oui. Est-ce qu'on ne risque pas aussi de perdre cette habitude à savoir l'agriculture pendant la saison? Je vais nuancer un peu. C'est 400 mm au total, mais bien répartis. Nous, le problème qu'on a au Sénégal, on a parfois des pluies de 100 mm et la plante ne peut utiliser que 20. Je donne un exemple comme ça. Parce que le reste va ruisseler dans le fleuve, va tomber dans la mer, on est d'accord. Le gros problème que l'on a, c'est que parfois on a des saisons de pluie, on a des excédents de pluie, mais les pluies sont très mal réparties. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait comprendre que non seulement on a il faut voir la durée de la saison des pluies. La plupart des plantes qu'on cultive là ont besoin de 3 mois pour finir le cycle. Or nous là, si on a même 500 mm et vous l'avez sur 2 mois et demi, ce n'est pas suffisant pour terminer le cycle des plantes. Donc il y a toute la question de ce qu'on appelle le nombre de mois de pluie, là, le nombre de jours de pluie. C'est un peu ça. Donc actuellement les changements climatiques nous créent, c'est ce que lui, mon collègue là va revenir là-dessus, c'est ce qu'il appelle les problèmes extrêmes. On a des pluies qui créent plus de problèmes qu'ils ne rendent service, alors que l'eau qui devait venir là, c'est les érosions, c'est les inondations, vous suivez un peu. Alors que si on avait quelque chose qui était réparti un peu mieux, mais ça on n'y peut rien, c'est la nature, hein, à moins que bon, le bon Dieu aussi nous revienne au secours. Hein. Dans votre présentation, vous avez relevé des régions qui sont dans des situations d'insécurité alimentaire. Oui. Qu'est-ce qui explique cela? Non, c'est un constat. C'est pas qu'on explique. Nous, on était surpris de voir que quand on a fait un programme sur l'analyse de la sécurité alimentaire au Sénégal, il y avait 3 régions qui sont 4. C'est Kolda. Alors que c'est la région la plus riche au Sénégal en termes de ressources. Moi, je vais à Kolda depuis 40 ans. Il y a Kédougou, c'est très surprenant. Matam, oui, mais Matam, c'est une région qui est un peu particulière, hein, pas beaucoup de ressources. Il y a Sédhiou aussi, hein, alors que Sédhiou aussi, les poissons meurent là-bas dans le fleuve, tellement il y a de l'eau. Alors que la banane, là, ils en font partout aussi. Bon, Ziguinchor, c'est lié un peu aussi à des questions d'instabilité. Alors que bon, ça veut dire quoi? Concrètement, ces régions qui ont le plus de potentialité au niveau agricole n'arrivent pas à se nourrir. Bon, évidemment, là, il faudra que l'État voit aussi à travers les ONG, les services publics, comment aider ces régions aussi à avoir des semences de bonne qualité et tout le paquet technique dont je parlais là. Parce que cette agriculture-là, ce n'est pas du Inch'Allah de mon ami. Il faut avoir de bonnes semences, il faut irriguer quand il ne pleut pas, il faut apporter, pas nécessairement des engrais, mais assez de fumier au moins, et puis des engrais complémentaires. Il faut faire un phosphatage des sols. S'il y a des ennemis ou des maladies, il faut lutter. Donc vous voyez que ce n'est pas de l'amusement, hein. Et ça demande des moyens. Malheureusement, le petit paysan n'a pas toujours accès. Et il n'est pas organisé en coopérative ni en association qui lui permet d'avoir ce genre de support. Bon, maintenant, ce n'est pas évident de savoir qui est responsable, mais il faut qu'on pose le débat sur la place publique pour voir ce que l'État peut faire, mais surtout comment l'État peut, par des subventions, bon, pas excessives, hein, mais il y a quand même un minimum. Dr Ousmane Kane, président de la section des sciences agricoles, était donc la maîtresse d'œuvre de la manifestation d'aujourd'hui, donc de facto vice-président de l'Académie et assurant aussi l'intérim du président qui n'est pas actuellement au Sénégal. C'est juste pour dire que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal est très heureuse d'avoir organisé cette séance d'animation scientifique, parce que vous savez que l'une de nos missions, c'est aussi non seulement d'avoir une activité de conseil, d'activité de promotion de la génération de la science, de la technologie, des savoirs scientifiques et techniques, avec les institutions nationales d'enseignement supérieur, de recherche, mais également de conseiller, de faire des recommandations au pouvoir public pour que les politiques publiques soient sur des fondements scientifiques et technologiques. Mais également, notre rôle, c'est aussi de voir comment les préceptes, les résultats de la recherche sont appliqués et valorisés au niveau de la production.
Donc tout ce qui est opérateur économique, social et culturel, c'est également nos interlocuteurs. Notre rôle aussi, c'est de veiller à ce que l'opinion publique soit imprégnée des réalités scientifiques. Donc cette animation d'aujourd'hui procède de cette dynamique-là pour que nos populations, pour que tous les citoyens soient imprégnés de ce que la science, la technologie et l'innovation peuvent apporter dans leurs préoccupations quotidiennes et pour les aider à expliciter certaines notions fondamentales. Vous savez que maintenant on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on parle beaucoup des effets du climat, etc., etc. Et donc notre rôle, c'est aussi de nous positionner pour expliciter à l'opinion ces différents aspects. Qu'est-ce qui explique le choix de ces deux thèmes? Oui, d'abord c'est parce que, comme je l'ai dit, c'est la section des sciences agricoles. Donc sciences agricoles voulant dire ici, agriculture au sens strict, élevage, pêche, développement rural, tout ce qu'on appelait environnement, etc. Donc c'est notre section aujourd'hui pour le compte global de l'Académie qui assure cette animation. Vous savez qu'à tour de rôle, chacune de nos 4 sections, parce que l'Académie en a 4, au-delà de la section des sciences agricoles, qui justifie aujourd'hui la présentation sur ces questions de sécurité, de souveraineté alimentaire. Nous avons également 3 autres sections, la section des sciences de la santé, tout ce qui touche la médecine, la pharmacie, etc. La section des sciences fondamentales, appliquées et de l'innovation, donc toutes les sciences relevant de la biologie, de la physique, de la chimie, de l'écologie, etc. Et également une section des sciences sociales et humaines, donc tout ce qui est sociologie, économie, etc. Et chacune des sections, à tour de rôle, organise des séances comme celle-là sur son secteur d'activité. Et donc aujourd'hui, nous parlons des questions relevant de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Et c'est aussi un prélude d'une grande manifestation nationale qui a été depuis 1987, qui a fait l'objet d'une résolution de l'OUA, pour que la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, qui a été une recommandation du Congrès des hommes de sciences organisé en 1987 à Brazzaville, sous l'égide de l'UNESCO. Et c'est l'occasion pour moi de saluer encore le professeur Amadou Mokhtar Mbow, puisque c'est lui qui était à l'époque le directeur général de l'UNESCO. Il a donc senti la nécessité de mobiliser l'expertise scientifique africaine à travers un congrès des hommes de sciences à Brazzaville. Et ce congrès a, entre autres, abouti à une résolution que l'Union africaine a capitalisée pour faire de la journée du 30 juin, date de clôture de ce congrès, une journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Et depuis déjà plus d'une dizaine d'années, le gouvernement qui organise cette manifestation dans chaque pays a rétrocédé à l'Académie le soin d'organiser cette manifestation. Et cette année, encore sur proposition de notre section des sciences agricoles, le thème majeur va porter sur la souveraineté alimentaire. Et nous avons donc des experts qui vont venir faire une présentation globale, une conférence inaugurale. Et il y aura d'autres experts qui vont intervenir comme on dit discussants, c'est-à-dire des gens qui vont faire des commentaires après la conférence inaugurale. Donc c'est l'occasion de vous informer pour que déjà vous vous inscrivez dans vos calendriers. À la fin du mois de juin, nous vous indiquerons exactement le lieu et les dates précises sur la souveraineté alimentaire.